Comment céder son entreprise sans payer d'impôts? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau Value Assets, vidéo qui va être dédiée aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui veulent vendre leur boîte et ne pas donner la moitié à l'État. On va voir qu'on peut le faire en toute légalité en France en respectant certains schémas, certaines conditions pour atteindre jusqu'à 0% d'impôt sur sa cession. Donc c'est des schémas qu'il faut connaître et que nous on préconise à la plupart de nos clients en banque privée pour leur faire économiser parfois des dizaines de millions d'euros sur des transactions. Donc c'est vraiment important, c'est des choses qui ne sont pas forcément disponibles sur les réseaux comme ça, mais j'avais envie aujourd'hui de vous le partager et de partager un peu tous les schémas qu'on peut voir lors d'une session d'entreprise. J'ai aussi prévu une partie transmission d'entreprise que je ne vais pas voir aujourd'hui. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, je le verrai dans ce cas-là dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc on va voir aujourd'hui uniquement les optimisations concernant la cession d'une entreprise. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, je me présente très rapidement, je m'appelle Louis, je suis alternant banquier privé dans une banque privée pure player depuis 2 ans maintenant. Je suis en parallèle donc en Master 2 gestion de patrimoine à l'université Paris-Dauphine et sur les réseaux, je fais beaucoup de contenu autour de ce milieu-là, autour de la gestion de patrimoine, donc investissement, fiscalité, optimisation. C'est vraiment, j'essaye de donner au travers de ces value assets-là, donc des sortes de mini-formations gratuites sur YouTube, le maximum des conseils qu'on peut donner nous en banque privée et qui ne sont pas forcément accessibles pour des personnes sur Internet ou voilà, pour des gens qui ne sont pas forcément clients des banques privées. Voilà, moi mon but c'est de démocratiser toute cette gestion de patrimoine en montrant que c'est pas très compliqué d'avoir les meilleures optimisations possibles. Il suffit juste de connaître les bons articles, les bons schémas, les bonnes formules et c'est tout ce que j'essaye de vous donner gratuitement ici. Donc la session, on va voir d'abord les deux schémas principaux qui sont en fait les schémas sans optimisation. Donc en fonction de si vous détenez vos titres en direct, ce qui est le cas le majoritaire dans les 3 quarts du temps, les entrepreneurs détiennent des titres en direct, c'est-à-dire qu'eux détiennent directement les titres de leur entreprise. Mais on va voir aussi un autre cas quand ils ont par exemple été déjà conseillés à créer une holding ou qu'ils sont plusieurs associés et qu'il y a eu des associés qui sont rentrés en cours de route pour créer une nouvelle holding. Et dans ce cas-là, l'entrepreneur détient des titres de la holding qui détient elle-même la société opérationnelle. On va voir que c'est des régimes d'imposition qui sont différents. Donc on va voir d'abord ces deux régimes-là qui sont en fait le cas classique de si on n'optimise pas et on va voir que la fiscalité peut être assez lourde. Et ensuite, on va voir des pistes d'optimisation avec deux pistes d'optimisation principales en fonction de si la personne notamment souhaite redéployer une activité professionnelle par la suite ou si elle compte commencer à transmettre à ses enfants par exemple, si elle arrive à 50-60 ans en pré-retraite et qu'elle veut commencer à transmettre une partie de son patrimoine, on va voir qu'elle pourra le faire complètement en même temps que la cession de son entreprise et que ça va optimiser vraiment tout ça. Et enfin, je terminerai la vidéo avec un peu un schéma ultime pour la cession d'entreprise. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que ça risque de vous intéresser si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez vendre votre boîte bientôt. Donc, trêve de blabla, tout de suite, on va voir directement les cas où il n'y a pas d'optimisation. Lors d'une session sans optimisation, on a deux types, comme je vous ai dit, on va avoir une session par le haut. Dans ce cas-là, c'est la personne, vous, qui détenez en direct les titres de votre société et qui va aller vendre la société. On va voir l'imposition qui s'implique. Et le deuxième cas, c'est une session par le bas. Donc une session par le bas, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, si vous détenez une holding qui détient elle-même les parts de la société opérationnelle, alors cette holding va pouvoir céder les parts de la société et vous, en fait, vous allez conserver la holding. Mais on va voir que ce régime fiscal, par définition, il est différent, tout simplement parce que c'est une entreprise qui vend une entreprise et pas vous, personne physique, qui vendez votre entreprise. Donc, pour bien comprendre ces deux notions, je vous ai fait un petit cas ici. Donc, on a Monsieur X qui a un frère qui détiennent à eux deux l'ASSH, qui est une holding animatrice, puisqu'elle détient l'ASARL-A, qui est la société opérationnelle. J'ai mis SAS et SARL, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être 2 SAS, ça aurait pu être 2 SARL. En général, c'est les schémas qu'on voit le plus, donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Mais voilà, il n'y a aucun impact sur la forme juridique choisie. Donc pour cet exemple que je vais reprendre pendant tout le long de la vidéo, donc c'est bien de le comprendre et de l'avoir en tête. La société opérationnelle vaut 6 millions d'euros et c'est elle qu'on cherche à vendre. Hein. Voilà, Monsieur X a trouvé un acheteur pour la SARL-A. Cette SARL est détenue à 100% par la holding H, qui est donc une holding animatrice. Et cette holding a été créée pour simplifier la gestion tout simplement de l'activité. Et donc, Monsieur X détient 95% des parts, son frère détient 5% des parts de la holding, et la holding détient 100% de la société opérationnelle. Donc, dans le cas où Monsieur X veut vendre la SARL-A, bon, et bien, s'il veut vendre la SARL-A, il a deux possibilités. Soit la SASH, donc la holding, va vendre la SARL, soit Monsieur X va directement vendre la SASH.
Donc on va voir avec ce dernier cas-là tout de suite, qui est donc une cession par le haut, où une personne physique vend des titres de la société directement. Donc on va voir le régime fiscal qui s'applique. Monsieur X veut vendre A, donc il va vendre H qui détient A, il va vendre la holding. On va dire qu'ils ont créé la SARL A pour 0 et qu'elle vaut maintenant 6 millions. Donc la plus-value de cession vaut 6 millions, sauf que Monsieur X détient 95% de la holding qui détient A. Donc il détient 95% de 6 millions, ce qui fait une plus-value de cession pour lui de 5 millions 7. Et évidemment, si son frère veut vendre, il aura les 300 000 restants qui feront les 6 millions totaux. Donc, pour le cas d'une plus-value de cession à 5 millions 7, comment on est fiscalisé en France si on ne fait aucune optimisation? On a deux choix d'imposition. Par défaut, ça va être le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, que vous connaissez tous. On dit toujours c'est 30%, mais en fait il y a 12,8% d'IR, donc d'impôt sur le revenu. Il y a 17,2% de prélèvements sociaux et il y a 4% de CEHR. Donc j'ai mis entre parenthèses cas échéant. La CEHR, c'est tout simplement la contribution exceptionnelle au haut revenu. C'est un impôt qui démarre à 3% si on a des revenus qui excèdent 250 000 euros par an et qui passe à 4% si nos revenus de cette même année dépassent les 500 000 euros. Alors c'est le double pour un foyer. Je vous en ai déjà parlé de façon de la CEHR dans des vidéos précédentes, donc je vous invite à aller la voir, allez les voir si ça vous intéresse. Donc quand on dit que le PFU c'est 30%, la flat tax c'est 30%, alors c'est 30% pour des montants inférieurs à 250 000. Ça devient 33 marginalement pour des montants supérieurs à 250 et au-dessus de 500 000. Donc quand on vend une boîte, en général, elle vaut plus de 500 000 euros. On vend une boîte à plus de 500 000, on va avoir un prélèvement forfaitaire unique qui sera à 34% marginalement. C'est pour ça que j'ai mis là le taux moyen à 34%. En réalité, c'est un peu inférieur que 34% parce que vous l'avez compris, entre 0 et 250, il n'y a pas de CEHR et entre 250 et 500, elle est à 3%. Mais pour des montants tels que 5 millions 7, on va faire abstraction des 4% sur 250 000. On va dire que c'est 4% pour tout. De toute façon, vous allez voir que c'est de toute façon pas intéressant cette méthode et donc il y a des optimisations qui devront être faites. Donc cette première méthode, c'est donc ce premier moyen d'imposition, le prélèvement forfaitaire unique. On a donc une imposition en tout à 34%. Je vous ai mis les calculs ici si vous voulez les voir. Et donc un impôt total à environ 2 millions d'euros. Voilà, donc si Monsieur X vend une entreprise qui est valorisée à 5 millions 7, il va payer 2 millions d'impôts. Donc je vous laisse juger du montant, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Je pense que vous avez la réponse et c'est pour ça qu'on va essayer d'optimiser tout ça. Donc ça c'est le premier moyen d'imposition. Le deuxième moyen d'imposition, qui est pas beaucoup choisi et qui le sera de moins en moins, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous le présente quand même, notamment si vous avez des entreprises si vous avez déjà une entreprise que vous avez créée avant 2018, on peut choisir ce qu'on appelle l'option à l'IR, donc l'option à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, les impôts, ça va être, donc ce sera les mêmes prélèvements sociaux, ça sera la même CEHR, c'est toujours 17,2 et 4%. Par contre, ce qui va changer, c'est l'impôt sur le revenu. Là, on n'aura plus un impôt sur le revenu forfaitaire à 12,8, mais on sera imposé tout simplement à notre TMI, donc à notre tranche marginale d'imposition. La TMI, vous savez, c'est le barème qui va donc de 0% à 45% pour les plus hauts revenus. Et encore une fois, quand on vend une entreprise, on dépasse largement les seuils de 45%, donc on est à la TMI à 45%. Mais pourquoi? Donc là, vous devez vous dire, mais ça ne sert à rien de choisir ça, parce que 45, c'est largement supérieur à 12,8. Oui, mais il y a dans cette option à l'IR, on peut choisir des abattements renforcés. Donc on peut choisir des abattements pour durée de détention, que je vous ai détaillé ici, je vous ai mis le petit tableau. D'ailleurs, juste pour rappeler, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, les maps que je présente dans les Value Assets, donc cette mind map là, elle est disponible dans le premier lien en commentaire ou dans ma description. Vous cliquez sur le lien, vous avez accès à la map, comme ça vous pouvez revoir tous les calculs chez vous et garder ça en mémoire. Donc, je disais, les abattements pour durée de détention, attention, c'est uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Donc, c'est si vous avez créé votre entreprise ou si vous avez pris des parts dans une entreprise avant le 1er janvier 2018. Ces abattements pour durée de détention, on a de base le régime de droit commun, avec les abattements ici. Donc, entre 0 et 2 ans de détention, on a 0% d'abattement, donc rien. Entre 2 et 8 ans de détention, on a 50% d'abattement. Au-dessus de 8 ans, on est à 65%. Donc tout ça, c'est le régime de droit commun. Donc il n'y a pas de conditions à respecter, à part d'avoir acquis les titres avant le 1er janvier 2018. Mais 65% en fait, ça peut paraître beaucoup, en fait on va voir que c'est quand même pas intéressant. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le régime renforcé. Donc là, il y a des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime. Et pourquoi en fait ce régime est intéressant? C'est surtout parce qu'au-dessus de 8 ans de détention, on a 85% d'abattement. Donc là, ça va pouvoir être intéressant et on va voir les calculs après.
Mais pour avoir ce régime renforcé-là, pour être éligible à ce dispositif, on a 4 conditions principales à respecter. La première, c'est d'avoir acquis les titres dans les 10 premières années de création de l'entreprise. Donc en gros, soit on a créé l'entreprise, soit on a acquis les titres dans les 10 premières années de cette vie-là. La deuxième condition, c'est qu'au moment où vous avez acheté les titres de cette société ou quand vous l'avez créée, il fallait que cette société soit une PME, donc une entreprise qui a moins de 250 employés et un CA inférieur à 50 millions ou un bilan total inférieur à 43 millions. Bon, en vrai, c'est la majorité des entrepreneurs, même si voilà, il y a certains qui ont déjà des ETI ou autres. Mais voilà, il fallait que ce soit une PME. Troisième condition, il faut que ce soit une société qui n'est pas issue d'une restructuration, donc d'un LBO. Et la quatrième condition, c'est que la société soit une société opérationnelle, donc une entreprise qui a une activité et qui n'est pas une holding patrimoniale. Alors ça pourrait être une holding animatrice, comme c'est le cas ici d'ailleurs, hein. On vend H, rappelez-vous, on vend H qui est une holding animatrice. Et en fait, on peut bénéficier de ce régime parce qu'on considère que la holding animatrice a respecté les 3 premières conditions au moment de l'achat des titres de la SARL-A. Donc voilà. Ici, l'abattement renforcé de 85% pourra être appliqué parce qu'on considère que H détient A depuis plus de 8 ans. Et pourquoi c'est le seul abattement qui est intéressant en fait, c'est que cet abattement-là, vous l'avez compris, on l'impute à l'IR. Donc en fait, on ne paye pas 45% d'impôt sur le revenu, mais 15% de 45%, parce qu'il y a un abattement de 85%. Donc en fait, 15% de 45%, ça fait 6,75%. Et 6,75, donc 6%, 6,75%, c'est inférieur à 12,8%. Et c'est la raison pour laquelle on paye que ici, donc ça fait 384 000 euros d'impôt d'IR au lieu de 729 000, parce que c'est quasiment 2 fois moins du point de vue de la tranche marginale de l'imposition. Donc on est ici sur un total d'impôt à un peu plus d'1,5 million et donc une imposition moyenne à 27,95%. Donc on voit qu'on a gagné 500 000 euros sur cette opération juste en ayant choisi le bon régime parce qu'on était éligible, qu'on avait respecté telle et telle condition et en fait sans avoir rien fait. Hein. Ça il n'y a même pas d'optimisation qui est faite là, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. C'est juste être au courant de ce dispositif qui existe. Et voilà, si vous respectez les conditions, vous gagnez 400 000 euros. En plus de ça, je l'ai mis ici, il y a une CSG, donc une partie des prélèvements sociaux, donc de 6,8%. Donc en fait, on aura 6,8% de déduction d'impôt en N+1, donc l'année d'après la cession, si évidemment on a des revenus suffisants pour pouvoir imputer ces 6,8%. Et en fait, c'est 6,8% de 15% de 5,7 millions. Donc un peu plus de 700 000 euros quoi, en gros à la louche. Dernière chose aussi que je ne vous ai pas précisé mais que j'ai marqué ici, si on choisit l'option à l'IR, donc cette option-là, d'être imposé à la TMI avec les abattements plutôt que le PFU, cette option est irrévocable et s'applique pour tous les revenus de même nature sur la période. Donc si on s'est versé par exemple des gros dividendes cette année-là, donc l'année de la cession, ou si par exemple on a fait beaucoup de plus-value mobilière, donc on a vendu des actions en forte plus-value, enfin voilà, si on a eu des revenus de capitaux mobiliers, alors c'est tous ces revenus-là qui seront imposés à l'IR, donc à la TMI, et non pas au PFU. Donc attention, il faut vérifier quand même que ce soit vraiment intéressant, parce que par exemple, sur les dividendes, il n'y a pas d'abattement de 85%, hein. Il y a des abattements, mais c'est beaucoup moins. Donc faudra vérifier sur l'année et bien faire attention de ne pas être omnubilé par ces 10% d'économie d'impôt sur cette opération, enfin quasiment 10%, parce qu'il faudra faire gaffe que ça ne se répercute pas négativement sur tout le reste de nos revenus de l'année. Donc voilà, ça c'est si on vend donc une cession par le haut, si on vend en direct nos titres. Donc je l'ai mis ici, dans ce cas-là, Monsieur X récupère le produit de cession net d'impôt dans ses mains. Hein, Monsieur X a vendu la holding H, il récupère l'argent dans son compte à lui, dans son compte courant personnel. Donc s'il avait souscrit pour le PFU, enfin s'il avait choisi le PFU, il aurait 3,7 millions dans ses mains. S'il avait choisi l'IR, il aurait 4,1 millions. Maintenant, deuxième possibilité, la cession par le bas. Comme je vous ai dit, dans ce cas-là, on veut vendre A, mais en fait, c'est la holding qui va vendre A. Et Monsieur X et son frère vont conserver la holding H, et on va voir après, ils pourront s'en servir pour faire autre chose. Mais là, juste en l'état, on se dit, ok, en fait, la SAS H, elle va vendre la société opérationnelle A. Dans ce cas-là, la plus-value de cession, on est à 100% de 6 millions, parce qu'on n'est plus à 5,7 millions. En fait, c'est la holding qui détient 100% de la société A qui est valorisée à 6 millions, donc la plus-value c'est 6 millions. Dans ce cas-là, la fiscalité, elle est totalement différente, et pour cause, c'est une société qui vend une autre, donc une société qui est à l'IS, et non pas une personne physique ou une société qui est à l'IR. Et donc, la fiscalité, c'est l'IS, donc c'est 25% de 6 millions, mais attention,
vous voyez ici, il y a un petit 12%, donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait un abattement de 88% sur cette assiette taxable. Pourquoi? Parce qu'on respecterait ici le régime des titres de participation. Donc pareil, il y a deux conditions pour respecter ce régime et avoir cet abattement de 88%. En fait, ce régime, donc c'est valable si H, donc si la société qui vend, détient au moins 5% de A, donc là c'est le cas, elle détient 100%, depuis au moins 2 ans. Donc là on imagine que c'est le cas. Dans ce cas-là, et au titre du 219 ITER A du CGI que je vous ai mis ici, donc vous pourrez aller faire vos recherches si ça vous intéresse pour voir les conditions en détail, mais globalement, il faut ces deux conditions-là, et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une exonération d'impôt sur la plus-value avec réintégration d'une QPFC, donc QPFC c'est une quote-part de frais et charges de 12%, bref, du langage un peu barbare de droit classique pour juste dire qu'il y a un abattement de 88%. Donc, dans ce cas-là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous fait que 180 000 euros d'impôt sur 6 millions. Et en fait, ça nous fait donc une imposition moyenne à 3%. 12% de 25%, ça fait 3%. Donc, quand on compare là 180 000 euros par rapport aux 1,5 million et 1,9 million ici payés, on se dit, mais attends, ok, je vais faire une holding, il faut que je vende mes titres, faut que ma holding vende les titres de la société et pas que moi je vende les titres directement de ma holding. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que dans le cas précédent, je vous ai dit, l'argent, il arrive sur votre compte à vous. Il est dans vos mains, de personnes physiques. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez après. Une fois que vous avez payé votre impôt, c'est bon. Ici, l'argent est dans la holding. Et l'argent de sa holding, c'est pas son argent personnel. Donc, il y a trois manières principales de récupérer de l'argent qui est logé dans une holding. Le premier, c'est le remboursement d'un compte courant d'associé. Donc un compte courant d'associé, vous devez connaître, en gros c'est quand un associé apporte de l'argent à une société, la société a donc une dette envers l'associé et l'associé a une créance envers la société. Et cette créance peut être remboursable à tout moment par la société, sans frais, sans imposition, etc. Donc c'est normal parce que c'est de l'argent qu'on a donné dans la société, donc voilà, c'est pas un cadeau de l'administration fiscale. Mais donc pour récupérer du cash qui est logé dans une société, on pourrait avoir un remboursement d'un CCA. Problème, encore faut-il que Monsieur X là ait un CCA de quasiment 6 millions d'euros dans la holding, ce qui est peu probable. Deuxième moyen de se sortir du cash, c'est les dividendes. On pourrait se dire, ouais, les dividendes c'est très bien. Oui, mais attention, les dividendes, il faut un résultat. Il faut un résultat ou une réserve. Il faut que la société ait fait du cash, ait fait du bénéfice. Le dividende, c'est un droit au bénéfice. Donc ça prend du temps. Faudrait que la société en fait développe une activité par la suite pendant une année pour générer de l'argent et auquel cas les bénéfices qui seraient générés par cette activité pourraient être versés aux associés sous forme de dividendes. Mais on voit bien que ça ne se fait pas comme ça. Donc, on ne pourrait jamais verser sous forme de dividendes les 6 millions après la cession. Je vous ai mis ici auquel cas la fiscalité et l'assiette taxable. Donc les dividendes c'est 34%, c'est la flat tax plus CEHR le cas échéant. Donc marginalement à 34%. La troisième solution pour sortir du cash de la société, c'est de faire une réduction de capital, donc qui serait ici non motivée par des pertes, c'est possible. Le problème, c'est qu'il y a souvent des requalifications en abus de droit si en fait l'administration fiscale voit en cette opération un but purement fiscal. Donc pour ça, il y a des petites choses qu'on peut essayer de faire pour éviter et masquer un peu cette opération, mais il ne faut jamais trop jouer avec ça. L'administration fiscale fait vraiment attention. Donc si on est plus de deux dans la société, donc ce qui serait le cas ici, le frère et Monsieur X, il faudrait que les pourcentages de capitaux soient différents après l'opération. Donc par exemple, on fait une réduction de capital, mais en fait, il n'y a que Monsieur X qui va récupérer de l'argent de cette réduction, donc qui va récupérer ses actions en fait, qui va vendre ses actions à la société. Dans ce cas-là, si par exemple initialement avant l'opération, Monsieur X avait 95% et qu'après l'opération, il a plus que 70% par exemple et son frère a 30%, dans ce cas-là, on pourrait démontrer qu'en fait, le but de la réduction de capital n'était pas à titre purement fiscal à se verser de l'argent, mais que cette opération était vraiment pour modifier les détentions capitalistiques pour des raisons de sortie ou autres, des raisons de gouvernance, peu importe. Mais au moins, le but ne serait pas purement fiscal. Parce que oui, en fait, pourquoi il y a une requalification d'abus de droit, c'est que c'est plus avantageux de faire une réduction de capital que de verser des dividendes. Et surtout, on pourrait le faire dans ce cas-là directement sans avoir de bénéfices, sans avoir de résultats sur un exercice. Donc voilà. Si on est seul par contre, c'est très compliqué parce que dans ce cas-là, on n'a plus ce petit trick possible de modifier les détentions capitalistiques après l'opération. Donc en fait, si on est seul, on ne le fait jamais. Donc l'astuce qu'on peut donner, c'est de donner une partie des titres aux enfants avant de faire la réduction de capital pour qu'en fait les enfants
avant la réduction de capital est par exemple 5% chacun et qu'après on est 15% chacun par exemple. Et dans ce cas-là, ça serait comme le cas d'avant, on pourrait montrer qu'il y avait une raison autre que la fiscalité de faire cette réduction de capital. Mais voilà, ça reste un peu touchy, donc il faut vraiment être accompagné si vous êtes dans ce cas-là. Et donc en fait, on comprend bien que dans ce cas de cession par le bas, c'est très intéressant parce qu'on n'a que 3% d'impôt, donc c'est que dalle. Mais si le but vraiment de la cession, c'est de gagner l'argent pour l'utiliser, pour faire des achats ou j'en sais rien, pour vivre, quoi, il faudra faire attention. Il faudra mettre les choses en place pour ne pas se faire retoquer par l'administration fiscale, payer des intérêts de retard et l'impôt qui aurait été dû le cas échéant. Donc, on a vu maintenant les deux cas possibles, classiques, sans optimisation, qui sont la cession par le haut ou la cession par le bas. On voit que dans le cas d'une cession par le haut, on paye beaucoup d'impôts, mais l'avantage, c'est qu'on a l'argent directement. Donc on paye 34% d'impôts, mais on a l'argent dans ses mains et on en fait ce qu'on veut. La cession par le bas, c'est très avantageux fiscalement parce qu'on n'a pas d'impôts à payer, quasiment pas, 3%. Mais l'argent ne nous appartient pas, il appartient à la holding et il faut trouver quelque chose à faire avec cette holding. Et c'est pour ça qu'on va voir maintenant les optimisations possibles et les pistes possibles d'optimisation. On va voir qu'il y a deux objectifs potentiels et différents qui sont sous-jacents à la cession d'une entreprise pour un entrepreneur. La première, c'est de redéployer une activité économique. Donc là, c'est pareil, par exemple, un entrepreneur qui a 30 ans et qui vend sa boîte et qui veut refaire une boîte après ou autre, on va le voir. Dans ce cas-là, il y a des optimisations à faire. Et la deuxième, c'est s'il veut commencer à transmettre. Donc là, on est plus dans le cas d'un entrepreneur âgé qui a 50-60 ans, qui veut partir en retraite et qui veut profiter de cette cession pour commencer à transmettre son patrimoine à ses enfants. Donc la première, c'est si l'entrepreneur veut redéployer une activité économique. Dans ce cas-là, il y a le célèbre article 150.0 BTR du Code général des impôts, autrement appelé l'apport-report ou l'apport-cession, que vous connaissez peut-être, que vous en avez déjà peut-être entendu parler. Il y a peut-être des amis à vous entrepreneurs qui vont l'utiliser. Et pour cause, c'est un mécanisme, un schéma qui est extrêmement avantageux puisqu'il permet de réduire l'imposition à 0% en respectant bien évidemment tout un tas de conditions. Mais voilà, c'est un schéma qu'il est crucial de connaître si on veut vendre son entreprise et qu'on veut surtout redéployer une activité économique après, une activité professionnelle. Donc, dans ce cas-là, on a Monsieur X qui détient directement les titres d'une société. Donc, Monsieur X, il détient 100% des titres de sa société. Il veut vendre sa boîte. Il a un acheteur potentiel. Il se dit, OK, j'ai envie de mettre des choses en place. J'ai envie, après avoir vendu cette boîte, redéployer une activité économique, une activité professionnelle, peu importe. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un apport à une holding. Donc, il va apporter la SARLA à une holding. Et en fait, on arrive là au même schéma qu'on avait ici. Monsieur X détient H qui détient A. Bon, là, on a mis 100%. Donc, Monsieur X détient 100% de H parce que c'est plus simple. Mais voilà. Donc, dans ce cas-là, il apporte la société à la holding. C'est ce qu'on appelle un apport-report. Donc, en fait, la plus-value qui est constatée lors de l'apport. Donc, par exemple, la société A vaut 1000 au moment de l'apport. Enfin, 1000, ça peut être 1 million, peu importe. On considère qu'il a créé la société A pour 0, donc la plus-value vaut 1000, et cette plus-value va être figée, elle va être placée ce qu'on appelle en report d'imposition. Et qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Si maintenant H vend la société A, donc si la holding vend la société A avant les 3 ans de détention, donc dans les 3 ans de détention, le report tombe et on va devoir payer la plus-value 1, donc de 1000, plus la plus-value 2, si on a une, donc la plus-value 2 qui sera entre le moment où on a apporté la société à notre holding et le moment où on aura vendu la holding. Donc pour faire simple et pour schématiser, on dit qu'on a créé la société ici, qu'à ce moment-là, on l'a apporté à la holding et à ce moment-là, on l'a vendu. Donc ici, par exemple, il y a une plus-value de 1000 qui a été constatée entre le moment de la création et le moment de l'apport. Donc la société s'est valorisée à 1000 euros. 1000 euros de plus-value. C'est ce qu'on appelle la plus-value 1. Donc quand on apporte ensuite à ce moment-là les titres à la holding, cette plus-value 1 est mise en report. Ok. Ensuite, si on attend par exemple 2 ans et demi avant de vendre les titres, donc la société a peut-être pris 500 000 euros en valorisation, donc 500 en valorisation, et la société H là, décide de vendre les titres de A avant les 3 ans, donc au bout de 2 ans et demi par exemple,
En fait, le report d'imposition tombe et on va devoir être imposé sur les 500, mais aussi sur les 1000. Donc en tout, on va être imposé sur les 1500 et on va être imposé sur les 1500 selon le régime des titres de participation qu'on a vu juste avant, qui est donc à 3%, hein, 12% de 25%. Encore une fois, si la société H détient minimum 5% de A, donc là on considère qu'elle détient 100%, et qu'elle les détient depuis plus de 2 ans. Donc c'est pour ça que là je vous ai pris l'exemple où elle les vend au bout de 2 ans et demi. Par contre, si elle les vendait au bout de 1 an, eh bien le report serait tombé, on serait imposé sur les 1500, mais on serait imposé à plein pot à 25%. Maintenant, si la société H vend les titres de A au moins 3 ans après les avoir reçus, donc par exemple au bout de 4 ans, eh bien dans ce cas-là, cette plus-value 1 de 1000, on l'efface et il n'y aura que cette plus-value de 500 qui sera imposée, donc qui sera imposée pareil selon le régime des titres de participation, donc à 3%. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant, mais en même temps, il faut attendre 3 ans de détention. Donc si là, l'entrepreneur, il veut mettre les choses en place très vite parce qu'il a un acheteur et qu'il détient, l'entrepreneur là, il est dans cette situation, il détient 100% des titres de A. Et il a un acheteur qui est prêt à lui acheter, il veut vendre ses titres, lui, dans 2 mois. Et il veut mettre des choses en place pour vraiment optimiser sa session, il va devoir apporter à H, mais H, elle va vendre avant les 3 ans. Donc en fait, dans ce cas-là, on serait imposé sur la totalité de la plus-value, ce qui au final n'aurait servi à rien. Et même ça serait encore pire, parce que l'argent serait logé dans la holding, on n'aurait pas eu le régime des titres de participation, donc on aurait été imposé à 25%, et l'argent serait encore dans la holding, donc on aurait du mal à se le verser à titre personnel, hein, comme on l'a vu avant. Donc vraiment, là, ce serait le pire des mondes. Et c'est pour ça que l'article 150.0 BTR prévoit une exception dans le cas d'une vente des titres avant les 3 ans de détention. Et donc, il prévoit une neutralisation de la plus-value 1, donc des 1000, si on vend avant 3 ans, mais qu'on réinvestit 60% du prix de cession dans les 2 ans dans une activité éligible. Donc, on se situe ici encore une fois. On a créé la société, on apporte à la société vaut 1000. H vend au bout de 2 mois, par exemple. Entre-temps, en 2 mois, même en général, H vend vraiment au lendemain de l'apport, parce que le but, c'est justement d'utiliser cette niche et de ne payer 0 € d'impôt, parce qu'on comprend bien que là, si on apporte à H et que H vend le lendemain, la société, elle n'a pas pris en valorisation entre-temps. Donc en fait, la plus-value 1, ça représente la plus-value totale de la société, et on voit que dans ce cas-là, on aurait une possibilité de conserver ce report d'imposition et de ne pas payer l'imposition sur ces 1000. Et donc, comment ça c'est possible? C'est possible si H réinvestit 60% du prix de cession, donc dans ce cas-là, 60% de 1000 là, dans les 2 ans. Donc, à partir du moment où H a cédé les titres, elle a 2 ans pour investir dans une société éligible, dans une activité éligible. Et quelles sont ces activités éligibles? Elles sont au nombre de 4. La première, c'est donc si la société H, donc la holding, devient directement une société opérationnelle et non pas patrimoniale. Hein. Donc, par exemple, la société H va commencer à faire une autre activité, peu importe, une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale, etc. Juste, il ne faut pas d'activité patrimoniale. L'activité IMO n'est pas possible car elle est considérée comme patrimoniale, sauf pour l'hôtellerie et le marchand de biens. Donc, vraiment des activités au sens pur et dur. Donc on ne pourra pas faire de Airbnb, on ne pourra pas faire de location meublée, etc. Ou en tout cas on pourra, mais ça ne rentrera pas dans ce cadre-là d'activité éligible. Et donc en fait on perdra l'avantage du report d'imposition. La deuxième activité éligible possible, c'est si la société H acquiert une société opérationnelle et prend le contrôle. Donc si H par exemple va acheter ensuite la société B et que la société B est une activité opérationnelle, hein, une activité peu importe, dans ce cas-là ça passe. La troisième condition, la troisième possibilité, c'est si la société H participe à des augmentations de capital dans une société opérationnelle. Grosso modo, c'est à peu près pareil que si elle achetait une société opérationnelle. Et la quatrième solution, et c'est ce qui touche le plus grand nombre d'entrepreneurs quand ils utilisent ce dispositif, parce que la plupart n'ont pas forcément envie de redéployer vraiment au sens propre une activité opérationnelle, une activité professionnelle. Et donc, il y a une possibilité qui est que la société H va réinvestir donc 60% du prix de cession, encore une fois, dans des fonds de private equity éligibles à ce dispositif de apport-report, donc à ce dispositif de 150.0 BTR. Donc, il y en a plein des fonds de private equity qui sont éligibles. Il y a plein de fonds qui sont créés parce que c'est vraiment un énorme flux d'investissement de la part des investisseurs vers les fonds de private equity. Donc les sociétés de private equity ont vraiment développé grandement
ce dispositif-là et ces fonds de private equity éligibles. Donc il y en a un paquet. Les seules choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit cette option de choisir dans des fonds de private equity, premièrement, c'est qu'il faut que les fonds soient éligibles. Bon, ça en général, voilà, c'est marqué de partout. Deuxième chose à faire attention, c'est de bien réemployer 60% du prix de cession comme le prévoit l'article 150.0 BTR. Parce que les fonds de PE fonctionnent par appel de fonds et c'est échelonné sur 2 ans, parfois 2-3 ans. Donc il faut vraiment qu'au bout de 2 ans, dans les 2 ans, on ait effectivement réinvesti directement 60% du prix de cession. Donc il faut faire attention au niveau des appels de fonds. Troisième condition, c'est que si on choisit d'investir dans des fonds de PE, il faut, pour maintenir ce schéma-là, il faut qu'on conserve notre participation dans le fonds de private equity pendant 5 ans. Bon, c'est pas vraiment un problème dans le sens où en général les fonds de PE c'est minimum 7-8 ans, mais voilà, c'est une condition à avoir, alors que dans les autres cas, en fait il y a un délai de conservation des titres de seulement 1 an. Donc dans le cas notamment numéro 2 ou 3, hein, où la société elle acquiert une société opérationnelle ou si elle participe à des augmentations de capital, en fait au bout d'1 an après elle pourra ressortir de ces opérations-là et le dispositif sera maintenu. Donc voilà, en fait, on comprend, et ensuite, je vous ai dit là ici, si H vend après 3 ans, donc c'est ce que je vous ai développé tout à l'heure. Dans ce cas-là, il y a une exonération de la plus-value 1, effectivement, mais on devra payer la plus-value 2, hein, qui était donc de 500 dans mon cas là hypothétique, au titre des régimes de participation, donc à 3%. Et par contre, H fera ce qu'elle veut de l'argent, elle n'aura pas besoin de réinvestir 60% du prix de cession dans des activités éligibles. Donc voilà, c'est le dispositif 150.0 BTR. On voit que c'est super intéressant parce que ça permet littéralement de payer 0 € d'impôt si on met les choses en place et qu'on respecte vraiment les conditions. Ce dispositif est extrêmement regardé par l'administration fiscale, donc vraiment il ne faut pas rigoler sur les conditions, notamment sur les 60% dans les 2 ans et d'une activité éligible. Il faut vraiment, ces 3 conditions-là, il faut absolument les respecter. Sous peine d'être mise en cause par l'administration fiscale et de payer l'impôt qui aurait dû être dû en l'absence de dispositif. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que quoi qu'il arrive, après, ça reste une cession par le bas en fait. Donc l'argent, il reste dans la société H. Hein. Les 60% de réinvestissement, c'est au travers de la société H. Les 40% qui restent sont dans la société H. Donc pareil, si le but de l'opération de cession était de garder l'argent après à titre personnel pour se le verser ou acheter, je sais pas, de l'immobilier ou se faire, je sais pas, des voyages, j'en sais rien. Si on souhaitait si on avait besoin de cet argent-là à titre personnel pour régler des choses, il faut juste pas utiliser ce dispositif ou en tout cas pas l'utiliser sur 100% des titres. Et c'est pour ça qu'on recommande rarement d'apporter 100% des titres parce que pour sortir l'argent, c'est assez compliqué et en général, quand même, dans une opération d'exit, dans un cash-out d'entreprise, l'entrepreneur souhaite avoir quand même un minimum d'argent dans ses mains propres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça qu'on verra après comment combiner ce dispositif avec un autre pour faire le schéma ultime dont je vous parlais en début de vidéo. Alors, juste avant de passer à l'autre schéma qui est hyper intéressant quand l'entrepreneur veut commencer à transmettre son patrimoine, je vous ai mis ici un schéma un peu moins connu qui est régi non pas par le 150.0 BTR mais par le 150.0 B, donc c'est le petit frère en fait de l'apport-report, et c'est ce qu'on appelle l'apport sursis. Alors il est moins connu parce qu'il est moins intéressant, ou en tout cas parce qu'il est appliqué dans moins de situations possibles. C'est pour ça que je ne vais pas trop le développer ici. Je vous laisse de toute façon la map disponible en commentaire ou dans ma description pour pouvoir voir en gros qu'est-ce que c'est concrètement ce schéma-là. Mais en fait, ce schéma intervient quand Monsieur X ne contrôle pas la holding. Donc ici, Monsieur X contrôlait H. C'est Monsieur X qui a créé H. Il a créé à 100% H, il a contrôle, voilà. Donc je vous ai mis ici contrôle, définition, hein, il détient la majorité des droits de vote. Bon, c'est une définition simplifiée, mais ça marche dans la majorité des cas. L'apport sursis, donc le 150.0 B, c'est quand Monsieur X ne contrôle pas une société qui a reçu les titres de la société opérationnelle. Donc concrètement, c'est par exemple le cas quand il y a eu un LBO, quand il y a une montée au capital d'un fonds d'investissement dans une entreprise. Souvent, le fonds d'investissement ne va pas prendre des parts en direct dans l'entreprise. C'est à la définition même du LBO, en fait, il va faire financer cet achat par de la dette. Et pour ça, il va créer ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle. C'est tout simplement une société, une holding financière qui va détenir les titres de la société opérationnelle. Donc dans ce cas-là, on comprend bien que si Monsieur X là, il fait un LBO avec un énorme fonds d'investissement, bon, et bien le fonds d'investissement, il va détenir peut-être à la fin 60% de la SAS,
donc de la holding, et Monsieur X que 40%. Monsieur X ne contrôlera pas la holding, même s'il il est encore opérationnel dans l'entreprise, etc. Il ne contrôlera pas la holding qui détient la société. Mais Monsieur X détiendra maintenant des parts dans la holding. Donc ça dépend des schémas, mais voilà, ça peut être un schéma qui se fait. Dans ce cas-là, il y a aussi un apport qui aurait été opéré dans le cas de l'apport des titres de la SARL-A au Special Purpose Véhicule, mais cet apport est un apport en sursis, donc l'imposition, donc la plus-value imposable est mise en sursis, et donc pas en report. Il y a des petites spécificités, en gros ce qui fait que ce report tombera, enfin ce sursis tombera et l'imposition sera due si on ne fait rien, et donc c'est pour ça qu'on peut refaire un apport en report par-dessus. Bref, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu complexe. Si ça vous intéresse vous personnellement, ce schéma-là, ou si vous êtes dans ce cas-là où il y a eu un LBO, une levée de fonds, et que vous ne contrôlez pas la holding qui détient votre société, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou mettre un commentaire sous cette vidéo, ou voilà, envoyez-moi un message privé sur Insta, je réponds à tout le monde sur Insta, c'est là où il faut me contacter. Dans ce cas-là, je vous expliquerai concrètement ce qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Mais voilà, il faudra être accompagné pour ce genre de situation parce que c'est un peu complexe. Mais il y a des choses à faire pour in fine avoir en fait quasiment les mêmes avantages que le 150 BTR, donc payer quasiment 0 € d'impôt sur votre cession. Maintenant, concernant le deuxième gros objectif potentiel de l'entrepreneur qui vend, c'est de commencer à transmettre son patrimoine au profit de ses enfants. Et donc là, c'est le fameux dispositif de la donation-cession, donc de la donation avant cession, qui va permettre de réduire drastiquement l'imposition et surtout en fait d'anticiper la transmission. Alors, le point de départ de ce schéma, c'est que donner permet de réévaluer le prix de revient au jour de la donation. Donc, si je te donne quelque chose à toi là et que tu le vends tout de suite après, le prix de revient de la chose que tu as vendue toi, c'est le prix auquel je te l'ai donné. Donc en fait, si tu le vends tout de suite après, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de plus-value qui a été réalisée. Donc c'est ce qu'on dit, la donation purge la plus-value. C'est le terme pour dire qu'en fait, si je te donne et que tu vends tout de suite après, tu n'auras aucune imposition. Alors évidemment, il y aura des droits de donation à payer, des DMTG, des droits de mutation à titre gratuit, qui varieront en fonction de la personne, enfin des liens qu'il y a entre le donataire et le donateur. Si c'est parents-enfants ou grands-parents, petits-enfants, c'est les droits de donation, les DMTG en ligne directe. J'ai dû vous mettre un barème. De toute façon, j'en ai déjà parlé en fait dans mon deuxième Value Assets sur la transmission et la succession, donc allez le voir si ça vous intéresse. Et donc là, on se dit, ok, mais si moi, entrepreneur, j'ai des enfants, que je veux commencer à leur transmettre un peu de l'argent et que je vais vendre ma boîte, en fait, plutôt que vendre ma boîte et ensuite leur transmettre de l'argent, donc payer l'imposition sur la plus-value sur la cession, puis payer les droits de mutation à titre gratuit de la donation, en fait, on peut enlever la partie imposition sur plus-value et avoir juste les DMTG, les droits de donation à payer, parce que je vais donner les titres à mes enfants et eux, ils vont les vendre directement après. Et comme ça, eux, ils n'auront pas d'imposition sur la plus-value. Et c'est comme ça qu'on arrive à payer 0 € d'impôt sur notre plus-value. Alors, cette donation, elle peut être faite de deux manières. La première, c'est de donner en pleine propriété, donc la classique. Je donne mes titres à mes enfants complètement. La deuxième, c'est de donner en démembrement. Donc, c'est faire une donation avec réserve d'usufruit, ce qu'on appelle donner en nue propriété. Donc, tous ces termes-là, s'ils vous paraissent un peu flous, j'en ai parlé pareil dans plein de value assets déjà. Donc, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Notamment le value asset sur la transmission, encore une fois, et transmission et succession. Et si j'ai plusieurs enfants, donc si j'ai par exemple 2 enfants et que je veux leur transmettre à égalité à eux mon patrimoine, enfin commencer la transmission de mon patrimoine, on recommande de faire une donation-partage. Une donation-partage, grosso modo, ça permet d'éviter des frais de partage de 2,5%. Bref, bon, c'est des termes un peu techniques, mais en gros, voilà, comme ça vous le savez, vous pourrez le regarder si vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez 2 enfants ou plus, faites une donation partage plutôt qu'une donation classique. Donc, il y a 2 points d'attention dans ce schéma. Le premier point d'attention, c'est la réappropriation du bien par le donateur. Donc, par exemple, le quasi-usufruit. C'est ce qu'on verra juste après. Donc, j'y explique pas trop ici, mais voilà, faut y faire attention et vous allez comprendre en fait après pourquoi. Deuxième point d'attention, c'est l'ordre des opérations. Donc on fait une donation et après on cède. Alors ça peut paraître bête, donc, si c'est une SAS, si c'est des actions qu'on transmet, il n'y a pas trop de problème. En fait on peut donner puis signer le compromis de vente. Donc on peut par exemple faire les négociations, ensuite donner et ensuite faire le closing de la vente. Il n'y aura pas de souci dans l'ordre des opérations. Par contre si on a une SARL, la SARL c'est des parts sociales et les parts sociales sur le plan légal,
il y a une vente de part sociale s'il y a un accord entre la chose et le prix. Donc la vente est dite parfaite s'il y a un accord entre la chose et le prix, ce qui voudrait dire qu'en fait, si on transmet des parts de SARL, il ne faut pas qu'on ait fait des négociations et qu'on ait conclu d'un prix avant de donner, parce que la vente pourrait être considérée comme effectuée et comme parfaite si on fait les négociations et qu'ensuite on donne. En fait, on pourrait dire que la vente datait du moment où on s'est mis d'accord sur la chose et le prix. Donc voilà, c'est juste qu'il faut faire attention si vous avez une SARL, il y a un petit point d'attention ici. Mais voilà, globalement, sinon c'est un dispositif qui marche très bien. Et je vous ai mis un petit exemple ici donc du cas qu'on recommande le plus, nous, c'est de faire une donation démembrée parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo transmission, le démembrement permet de donner à moindre coût et de bénéficier surtout d'un avantage successoral. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis ici un exemple de donation démembrée, un exemple de donation cession. Donc Monsieur X a 65 ans, il donne des parts de sa société constituées pour 0 euros, donc voilà, et qui valent maintenant 1000 euros. La plus-value est donc de 1000. On est dans le même cas qu'avant, hein, je ne vais pas complexifier la chose. Donc Monsieur X va vouloir donner à son enfant la nue propriété de ses parts. À 65 ans, donc selon le barème du 669 du CGI, donc le barème usufruit nue propriété, pareil, ça j'en ai parlé dans ma vidéo de transmission, la valeur de l'usufruit à 65 ans, elle est ici donc de 40% et donc la valeur de la NP vaut 60%. Donc en fait, fiscalement, on va transmettre à notre enfant 60% de la valeur des actions. Donc je vous ai mis un petit schéma ici, les actions valent 1000, elles sont détenues à 100% par Monsieur X. Monsieur X va ensuite transmettre la nue propriété à son fils, la nue propriété vaut 600 fiscalement, et il va garder lui l'usufruit qui, l'usufruit sur le plan fiscal, vaut 400. Ensuite, après cette donation, les deux vont vendre directement les parts, hein, donc en fait l'usufruit et le NP vont vendre leurs parts, et donc une fois qu'ils vendent, il y a une plus-value qui est constatée uniquement sur 400, parce que la plus-value sur les 600, elle aura été purgée par la donation, parce qu'en fait, fiscalement, en fait, on a transmis que 600, on n'a pas transmis 1000, on a transmis 600, et il faudra donc payer juste l'impôt sur les 400, hein, donc par exemple les 34%, une fois qu'on vend en direct, hein, ça revient au PFU qu'on a vu juste ici, hein, c'est la flat tax, 30 plus 4%. Donc, il y aura juste 34% de 400 à payer au lieu de 34% de 1000. C'est quand même hyper intéressant. On a réduit de plus de la moitié notre imposition sur la plus-value. Et en plus de ça, on a commencé à transmettre à notre fils la nue propriété. Maintenant, la petite spécificité d'avoir donné en démembrement, c'est que le produit de cession, donc les 1000, c'est en fait, ils sont démembrés. C'est compliqué à visualiser, mais en fait, cet argent-là, il est démembré. Il n'appartient pas que à Monsieur X ou que à son fils. Il appartient pour le titre de l'usufruit, donc de l'usus et du fructus à Monsieur X, et de la nue propriété à son fils. Donc en fait, qui reçoit l'argent concrètement? Qui reçoit l'argent et surtout à qui appartient l'argent? Mais en fait, ça va dépendre des choix, donc des 3 choix qui s'offrent à nous. Il y a 3 possibilités pour ce produit de cession démembrée. La première, et en principe, c'est ce qu'on appelle le partage du prix. Dans ce cas-là, le NP, donc le fils, reçoit les 600 et l'usure reçoit les 400. Donc en fait, ici, ils ont vendu 1000, le fils, ils ont vendu chacun, donc c'est ce qui paraît un peu le plus logique à l'esprit, mais on va voir, c'est pas le plus intéressant. Le fils, il reçoit les 600 000 euros, le père, il reçoit ses 400 000 euros, et le père, il va devoir payer l'impôt sur ces 400 000 euros, donc les 34% sur les 400. Mais il y a un énorme inconvénient, en fait, d'avoir ce cas-là, c'est qu'on perd l'avantage du démembrement. Parce que à ce moment-là, à la succession du père, donc quand Monsieur X va décéder, les 400 000 euros qu'il a reçus, ils sont dans son patrimoine maintenant, à lui personnel, ils vont être intégrés à l'actif successoral, et donc les enfants, donc le fils de Monsieur X là, va devoir payer des droits de mutation à titre gratuit, donc des droits de succession sur ces 400 là. Donc en fait, ça limite l'avantage du démembrement et on perd même cet avantage-là. Encore une fois, si tout ça vous paraît flou, je vous invite à aller voir vraiment la vidéo de transmission que j'ai faite. Donc ça doit être le deuxième value asset que j'ai fait. Mariage, Pax et transmission, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans cette vidéo-là et c'est primordial. Donc on voit que ça, c'est la solution qui est en principe, mais ce n'est pas forcément la plus intéressante. La deuxième solution, c'est faire ce qu'on appelle un report de démembrement. Donc en fait, c'est reporter le démembrement. L'idée, en fait, c'est de dire que ces 1000 qui sont démembrés, on va les utiliser pour investir dans quelque chose. Et là, il y a 2 choix principaux. Soit on investit dans un portefeuille de titres,
donc un contrat de capitalisation, un compte titre ou autre. Donc en fait, le compte titre sera lui-même démembré et en fait, c'est ce qui va nous permettre de garder l'avantage du démembrement, c'est-à-dire qu'au décès de Monsieur X, en fait, l'usufruit du compte, du compte titre par exemple, rejoindra la nue propriété du fils sans paiement d'impôt. Donc en fait, là, on aura vraiment gagné l'avantage à 100% du démembrement. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on recommande de créer un portefeuille. On recommande plus de créer une société. Donc en fait, il va y avoir un apport qui va être fait pour la création d'une société, un apport démembré. L'avantage de créer une société, c'est que on a des statuts qu'on va pouvoir aménager pour prévoir par exemple 100% des droits de vote pour l'usufruitier. Donc l'usufruitier, c'est le père. Le fils, là, dans notre exemple, par exemple, on n'en sait rien, s'il faut, le fils, il a 17 ans. Bon, on se dit, c'est déjà une énorme somme, on n'a pas envie que le fils fasse quoi que ce soit avec, on n'a pas, même s'il serait que nu propriétaire, voilà, on ne veut pas qu'il ait de droit sur cette somme, on veut conserver l'avantage du démembrement pour la succession, mais on ne veut pas que le fils interfère dans la gestion de la société, par exemple, du compte titre, et donc on va créer une société pour y loger, par exemple, soit une activité, mais la plupart du temps, faire une holding en fait patrimoniale et y loger un contrat de capitalisation ou un compte titre au sein de la société directement, et en fait, ça aura juste permis d'aménager les statuts, de limiter les pouvoirs du fils dans cette société et de donner les pleins pouvoirs au père, à Monsieur X. Attention juste, si vous faites ça, il ne faut pas oublier que le droit à l'information ne peut pas être enlevé au nu propriétaire. Donc le fils doit, et on doit pouvoir rapporter la preuve que le fils a été au courant de toutes les assemblées générales qu'il y a eu, voilà, de toute la vie de la société, etc. etc. Donc ça, c'est un schéma qui est hyper intéressant. Il y a juste un petit hic, attention, c'est que dans ce cas, et ça c'est vraiment une aberration de l'administration fiscale, c'est une aberration du code général des impôts, mais dans ce cas-là, celui qui va devoir payer l'impôt, c'est pas l'usufruitier, c'est pas le père, mais c'est le fils. Donc l'impôt, on le rappelle, c'est l'impôt sur la partie du père, hein, sur les 400. Ici, on ne sait pas pourquoi, mais quand on reporte le démembrement, c'est le nu propriétaire qui va être redevable de l'impôt, donc des 34% des 400. Mais je vous ai dit, le fils, peut-être il a 17 ans, le fils il n'a pas d'argent en vrai. Et l'argent là qui a été touché, il a été replacé dans une société, il n'a pas touché cet argent le fils. Donc en fait, le problème c'est que souvent le nu propriétaire, donc c'est l'enfant, il n'aura pas d'argent pour le payer. Solution, on peut prévoir une donation en pleine propriété d'une partie des titres, en plus de cette donation démembrée, pour qu'en fait, quand le fils vend les titres, enfin quand ils vendent à deux les titres, le fils va percevoir une partie du produit de cession sur les titres en pleine propriété qu'il a reçus, et comme ça, il va pouvoir utiliser cet argent-là pour payer l'impôt du démembrement. Donc voilà, c'est pas du tout un problème, hein, il faut juste le savoir, ça se fait très simplement, mais voilà, c'est juste que des fois on se demande qui écrit ces fameux textes du Code général des impôts. Ensuite, dernier cas, dernière possibilité pour ce produit de cession démembré, c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. Donc dans ce cas-là, Monsieur X, l'usufruitier, toucherait l'argent de la cession et il aurait ce qu'on appelle un quasi-usufruit. Donc en fait, il aurait une dette envers son fils aurait une créance envers l'usufruit, et cette créance était avant, et on va le voir, c'est plus le cas maintenant, mais avant était déductible de l'actif successoral au décès. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo transmission. Mais donc en fait, ça permettait, pour faire très simple, que Monsieur X, il prend les 1000, il en fait ce qu'il veut, et au décès, l'avantage du démembrement est conservé, parce que ces 1000 euros-là, même s'il les a dépensés par exemple, eh bien en fait, il y aura 1000 euros qui vont être imputés à l'actif successoral de monsieur. Donc en fait, ils vont venir réduire l'actif successoral de monsieur, et donc, in fine, qui vont réduire les droits de donation, les droits de succession à payer par le fils au décès de son père. Donc en fait, c'était avant le meilleur des deux mondes, hein, c'est ce que je mets là. L'usufruit récupérait tout le cash, il devait payer l'impôt sur la plus-value, parce que là c'était comme dans le premier cas, c'est lui qui payait son impôt sur les 400, ce qui est logique. Le nu propriétaire avait une créance de restitution qui était déductible de l'actif successoral au décès. En gros, l'usufruitier pouvait faire ce qu'il voulait des sommes et l'avantage du démembrement était conservé. Donc c'était vraiment le meilleur des deux mondes, c'était l'option qu'on conseillait nous à tous les clients en banque privée. Problème, l'article 26 de la nouvelle loi de finances pour 2024 a instauré un nouvel article, le 774 bis, dans le Code général des impôts. Et en fait, cet article, il nous dit que pour le cas d'une donation-cession, le quasi-usufruit ne fonctionne plus, la créance de restitution n'est plus déductible de l'actif successoral, et donc, en fait, ça ne sert plus à rien de faire ça, parce qu'on perd l'avantage du démembrement. Du coup, c'est pour ça qu'on choisit, nous, et qu'on conseille maintenant, depuis la nouvelle loi de finances 2024,
on conseille le report du démembrement, hein, donc de faire notamment la création d'une société démembrée avec aménagement des statuts qui prive la majorité des droits aux propriétaires et qui donne les pleins pouvoirs à l'usufruitier. Donc c'est la seule option qui permet de conserver l'avantage du démembrement. Et dans ce cas-là, en fait, on a vraiment quand même un schéma qui est hyper avantageux. Juste quelque chose dont je n'ai pas parlé quand même depuis le début, c'est qu'il faut quand même payer les droits de donation. Dans ce cas-là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit c'est le père qui va payer les droits de donation au fils, soit c'est le fils qui va payer les droits de donation. Alors on pourrait se dire, il n'y a aucune raison que le fils donne les droits de donation, d'autant plus qu'il n'a pas d'argent, comme je l'ai dit juste avant. Mais en fait, il y a un petit twist qui est intéressant si c'est l'enfant qui paye les droits de donation, et notamment si on a transmis en pleine propriété, c'est qu'en fait, en payant les droits de donation vont venir s'ajouter au prix de revient des titres. Donc en fait, si on donne 1000 à notre enfant et qu'il paye 10 de droits de donation sur tout ça, fictivement, lui, les titres lui ont coûté 1010. Donc en fait, quand il va vendre les titres à 1000, qui valent 1000, il va avoir une moins-value de 10 sur les titres, parce que c'est comme s'il avait acheté des titres 1010 et qu'il les revendait 1000. Et en fait, cette moins-value, on se dit, bah c'est nul d'avoir une moins-value, mais ce qui est intéressant, c'est que cette moins-value, elle est fictive, on est d'accord, parce que les droits de donation, ils auraient dû être payés quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, cette moins-value, pour l'enfant, elle va être reportable sur 10 ans sur les revenus de capitaux mobiliers. Donc en fait, si par exemple il a des grosses plus-values de cession de titres sur, je sais pas, des actions, s'il va il va vendre lui-même une entreprise après, ou j'en sais rien, s'il a des revenus de capitaux mobiliers, pardon, cette moins-value va être imputable sur tous ses revenus pendant 10 ans. Donc voilà, ça peut être très intéressant dans certains cas, d'autant que ça coûte pas plus cher en fait, parce que les droits de donation, ils auraient dû être payés quoi qu'il arrive. Donc voilà, surtout si l'enfant a un moyen de les payer, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est tout pour le mécanisme de donation-cession. Vous voyez, c'est quand même un mécanisme qui est hyper intéressant, qui peut permettre de payer 0 € d'impôt si on transmet en pleine propriété, et qui peut permettre de payer un peu d'impôt, mais vraiment de favoriser énormément la transmission, si on transmet notamment en démembrement, comme j'ai pu vous le montrer. Il faut savoir qu'il y a un schéma quand même assez ultime, entre guillemets, un schéma assez intéressant qu'on peut faire, c'est qu'on peut combiner tout simplement la donation avant cession et l'apport-report. Parce que on l'a vu, et les objectifs d'un dirigeant d'entreprise, quand il vend sa boîte, c'est pas que de transmettre ou que de déployer une activité. Il a peut-être un peu des deux. Donc évidemment, c'est ces deux schémas-là qu'on peut combiner pour en faire un schéma vraiment efficace. Donc ce qu'il veut faire, Monsieur X, c'est qu'il veut apporter 700 000 € de titres à une newco, donc à une holding, et il veut également commencer à transmettre 100 000 € à chacun de ses deux enfants en pleine propriété. Donc pour ça, pour le premier, on va pouvoir effectuer un apport cession, et pour le second objectif, on va pouvoir effectuer une donation avant cession. Alors en premier, donc il apporte 700 000 € à une nouvelle holding, donc la plus-value 1 est de 700 000 €, hein. Mais il vend avant 3 ans, donc il doit réinvestir minimum 60% de 700 000 €. Donc il doit réinvestir 420 000 € dans une activité éligible dans les 2 ans, auquel cas il paierait aucun impôt sur tout cet argent, donc sur tous ces 700 000 € là qu'il a apporté. Et en plus de ça, il peut combiner ce mécanisme au mécanisme de donation avant cession pour répondre à son deuxième objectif. Donc il va donner 100 000 € de titres en pleine propriété à chacun de ses enfants. Donc il va faire une donation partage, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce cas-là, il y a des abattements, donc pas de droit de donation à payer. Pourquoi il y a des abattements? Parce qu'en ligne directe, donc de parents à enfants, il y a 100 000 € d'abattement tous les 15 ans. Donc on peut donner tous les 15 ans 100 000 € à chacun de nos enfants sans paiement de droit. Donc en fait, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on donne 100 000 € de titres à chacun des enfants. Les enfants vendent direct après, ça purge la plus-value. Il y a 0 € d'impôt et donc 0 € de droit de donation. Donc ça, c'est vraiment c'est le mécanisme parfait qui permet de donner et de vendre sans payer aucun droit de donation et aucun impôt sur la plus-value. Au final, au total, on a donc 5 700 000 moins 900 000, hein, donc les 700 000 plus les 100 000 € pour chacun des enfants, donc 900 000, ça fait 4,8 millions de ventes en direct. En direct, on va donc vendre et choisir l'abattement de 85% et l'option à l'IR avec abattement de 85%, ce qui va nous faire une imposition globale à 27,95, soit 1,3 million. Et donc en tout, on a 1,3 million d'impôts au total, donc ce qui nous fait une imposition moyenne à 23%. L'avantage de ce schéma, c'est qu'on a une imposition à 24%, donc ça peut paraître un peu élevé, mais d'un côté, il a quand même 4,8 millions d'euros dans sa poche, lui personnellement, avec lesquels il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune condition sur ces 4,8 millions, et ça a permis quand même d'économiser 10% d'impôts, hein, on est à 24 au lieu des 34% du PFU, et en plus de ça,
ça a permis de redéployer une activité économique, et en plus de ça, ça a permis de commencer à transmettre à ses enfants. Donc c'est quand même assez intéressant. Évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres, on pourrait encore plus optimiser, mais voilà, c'est déjà, là on est déjà sur des optimisations qui ne sont pas très complexes. Il faut juste voilà, bien respecter les conditions, et on voit on peut quand même économiser énormément d'impôts in fine et faire des schémas beaucoup plus avantageux que simplement vendre en direct et donner 34% à l'État et après repayer des droits de donation et repayer des droits de succession, etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous ai préparé, je ne vous mens pas, ici une petite partie sur la transmission avec notamment le régime du trade et un family buyout. Je pourrais vous en faire une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Je suis pas sûr d'en faire une parce que je suis pas sûr que ça intéresse vraiment tout le monde. Quoi qu'il arrive, moi, les slides sont, enfin, le schéma, la mind map est prête. Cette mind map est d'ailleurs disponible dans ma description, comme je vous ai dit, ou dans le premier lien en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Mettez des likes, partagez à vos amis entrepreneurs concernés potentiellement, ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de vendre tout de suite et qu'ils ont envie de vendre un peu plus tard. Mais on l'a vu, il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être des holdings à créer. Il y a peut-être, voilà, il y a des choses à mettre en place. Il faut être accompagné dans le cadre d'une session. Si on veut vraiment économiser quasiment 34% d'impôts, c'est possible. Payer 0 € d'impôt sur une session, c'est possible. Il faut juste être accompagné et bien faire les choses, bien respecter les conditions surtout pour être en règle et ne pas avoir de mauvaises surprises de l'administration fiscale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être concis, mais je crois qu'elle a été un peu plus longue que prévu encore une fois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Allez voir également tous mes anciens Value Assets et abonnez-vous pour voir les prochains. Je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao!